École normale supérieure, savoir en multimédia. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre Étienne Klein. Étienne Klein qui est physicien, centralien, directeur de recherche au CEA, donc où il dirige le LARCIM, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Il est également, on peut dire, membre de notre centre de recherche, le CIRFLES. Étienne Klein, donc, qui est professeur de philosophie des sciences et l'auteur d'un très très grand nombre de publications, en partie sur la question du temps, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets tout à fait fondamentaux qui touchent à la physique, à la philosophie des sciences, aux conditions d'une vulgarisation intelligente de la science. Dans les publications très récentes, je vais dire un mot d'un article récent et puis d'un recueil qui va sortir, mes différents ouvrages, qu'il s'agisse du small bang des nanotechnologies ou des anagrammes renversantes et du sens caché du monde. Si vous avez de la peine à trouver vos premières questions, vous pourrez lui demander ce qui est hors du spectacle, peut-être qu'il vous le dira. Et je signale en avant-première un recueil auquel Étienne Klein participe, qui sortira en mars aux éditions Actes Sud et qui s'intitule « Partager la science », où il parle notamment de savoir comment dire ce dont parle la physique, ce qui tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va être sur un cas plus particulier, qui est comment dire ce que nous savons, le cas du Big Bang. Merci beaucoup. Merci Mathias pour la présentation et pour l'invitation. Et bonne année à tous, y compris à ceux que je ne connais pas. Alors, c'est un séminaire que j'ai préparé qui s'attaque à la question du langage et qui se situe dans un cadre plus général qui peut être défini par la question suivante. Que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler? Alors, évidemment, elles ne parlent pas, donc c'est un exercice qui a toutes les chances de conduire à des solutions fausses. Mais je pense que si on veut partager les sciences, notamment la physique, qui s'écrit dans un langage très abstrait, il faut essayer de se demander ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Par exemple, les équations de Newton, si elles pouvaient parler du temps, qu'est-ce qu'elles diraient du temps? Bon. Et en l'occurrence, les équations qui vont m'intéresser, ce sont les équations de la cosmologie d'aujourd'hui, et non pas de la cosmologie des années 50. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, en tout cas, il me semble que nous parlons aujourd'hui du Big Bang comme nous en parlions en 1950, alors qu'entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé en cosmologie énormément de choses. Et on peut se poser la question de savoir si notre façon collective d'évoquer le Big Bang est toujours en adéquation avec ce que font les physiciens, les cosmologistes, les astrophysiciens dans leur laboratoire. Alors, mon exposé va se diviser en deux parties. Il y a une partie pour laquelle je vais rester très près de mes notes. C'est une partie, disons, un peu philosophique. Et je ne veux pas perdre le fil de mon propos, donc je vais rester près de mes notes. Et puis, il y a une deuxième partie qui est plus physique, où là, j'ai plus besoin de notes. Alors, la question qui est posée là, quand on s'intéresse à la cosmologie, c'est la question de l'origine de l'univers. Alors, quand on regarde le dictionnaire, on voit que le mot « origine » possède une définition qui en apparence est simple. L'origine d'une chose est ce par quoi cette chose a commencé. Ou ce par quoi cette chose est advenue. Et aussitôt, on se voit proposer des renvois dans le dictionnaire qui sont par exemple création, cause première, commencement, formation, genèse, fondement, qui laissent entendre que nos discours sur l'origine sont hantés par toutes sortes d'autres considérations et que cette idée d'origine qui initialement désigne une sorte de point crucial, de singularité décisive, de surgissement instantané, finit par se temporaliser, par s'effilocher en durée et du coup échappe à sa définition. Et on voit par là qu'il y a une certaine ambiguïté autour de la notion d'origine de l'univers, qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi la question des origines est apparue comme une zone de concurrence, voire de conflit, entre la science et les religions, plus précisément entre la cosmologie scientifique
et les religions. Il y a une anecdote que je raconte souvent, mais je crois qu'elle est vraie, finalement. Je croyais que c'était une sorte de légende, mais il paraît que c'est vrai, il y a eu des sources. Lors de la rencontre entre Stephen Hawking et Jean-Paul II au Vatican, l'entretien s'est terminé de la façon suivante. Le pape Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est pour nous. » Et Benoît XVI, récemment, en place de Rome, a commenté, pour le critiquer, le livre de Stephen Hawking sorti en 2011, qui s'appelle Le grand dessin de l'univers. Et son discours montre qu'on en est resté à cette idée que le Big Bang est une zone de concurrence entre la science et la religion. Et je vais essayer de vous montrer que ça résulte d'une interprétation datée qui a fini par devenir erronée. Je ne veux pas du tout parler du dialogue science-religion, mais simplement remarquer que dans beaucoup de textes autour de cette question, on pose côte à côte le Big Bang et le Fiat Lux. Puis on joue sur les mots, on prend une version ultra simplifiée d'un détail de la science, une version ultra simplifiée d'une notion religieuse, on les accole et on s'extasie qu'elles s'expriment dans les mêmes mots. Et finalement, et c'est pour ça que j'ai amené la revue d'études, c'est qu'il y a un article que je vous recommande d'Alexis Génie, qui a eu le prix Goncourt l'an dernier, dans lequel il explique qu'il y a 3 façons de concevoir le dialogue entre la science et la religion. Première façon qui consiste à dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas lieu qu'il y ait un dialogue, c'est-à-dire que chacune, la science et la religion, sans l'aide de l'autre, rend pleinement compte du domaine où elle s'applique. Deuxième façon de considérer ce dialogue, on fait un peu s'épancher l'une dans l'autre, soit la science dans la religion, soit la religion dans la science. C'est une forme de politesse, dit-il, par laquelle on reconnaît sans preuve et sans conséquence pour soi que l'autre a un peu de validité. Bon, c'est de la politesse. Bon. Mais si cet épanchement est trop prononcé, la politesse peut tourner à la goujaterie. C'est-à-dire qu'on s'installe dans le domaine de l'autre en attendant que l'autre s'en aille, en considérant qu'il n'y ait qu'un locataire de passage. Alors ça peut être, quand je dis s'épancher, c'est soit la science dans la religion, soit l'inverse. C'est parfaitement symétrique. Et on voit bien aujourd'hui que c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on peut très facilement caricaturer les positions et les arguments. Certains disent que la science, certains disent que la religion permettrait d'aller plus haut et plus loin que la science, par sa prétendue capacité olympique à saisir l'amont ultime de toute chose, et pour d'autres, au contraire, la physique, dont la lampe torche n'a jamais été aussi puissante, pourrait ravir la création des mains de la religion ou des récits mythiques pour la mettre dans son escarcelle et peut-être en remanier le sens. Bon, vous avez entendu, je pense, l'annonce de la découverte du boson de Higgs au mois de juillet 2012 au CERN. Cette particule qu'on surnomme la particule de Dieu pour des raisons parfaitement contingentes, qui a déclenché tout un débat sur le fait que les physiciens venaient de prouver l'existence de Dieu, ce qui était quand même un peu exagéré. Bon. Alors comment progresser ? Alors moi je me propose de le faire en sollicitant l'aide des philosophes qui ont pris soin de distinguer 2 significations du mot origine. Le mot origine peut d'abord désigner la source dynamique de la totalité de ce qui existe. Je parle évidemment ici de l'origine de l'univers. Donc c'est la source dynamique de la totalité de ce qui existe. L'origine correspond alors à la cause antérieure à toutes les autres, celle au-delà de laquelle remonter n'a plus de sens. Il s'agit alors d'une origine chronologiquement première, absolument créatrice, qui est par essence distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé. Il s'agit d'une origine qui renvoie à une réalité autonome, absolue, en un mot transcendante. C'est-à-dire que dans ce cas, l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers. Elle est transcendante par rapport à l'univers.
Seconde signification, et j'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux principales que j'ai trouvées. L'origine n'est plus la cause efficace et historiquement première, mais le fondement logiquement premier de tout ce qui existe. Et ce fondement, c'est un être particulier, une structure, un ensemble de lois, par exemple, qui est toujours immanent, qui aurait la potentialité de se projeter hors de soi ou de se prolonger sous une autre forme. Et dans ce cas-là, l'origine de l'univers fait partie de l'univers. Elle est immanente. Vous voyez bien que selon qu'elle est transcendante ou immanente, la prétention de la physique à la saisir lui sera plus ou moins accordée. Si elle est transcendante, elle aura sans doute du mal. Si elle est immanente, peut-être qu'elle pourra la saisir. Et pour que mon propos soit clair, je peux illustrer cela en montrant la différence qu'il y a entre ces deux intelligences du mot origine lorsqu'on les applique non pas à l'univers, mais à la question du langage. Il y a deux façons de comprendre la question de l'origine du langage. Dans le premier cas, on s'intéressera à la forme qu'a pu prendre le premier langage, ancêtre des 6000 langues qui sont aujourd'hui identifiées. On cherche la première langue. Et dans le second cas, on tentera de situer le contexte culturel, social, intellectuel, dans lequel s'est dessinée la faculté de langage chez les humains. Bon, dans un premier cas, on cherche la cause première. Dans le deuxième cas, on cherche le fondement qui a permis l'émergence du langage. Ce n'est pas la même question. Il s'agit bien de deux questions différentes. Identifier la première langue jamais parlée n'est pas du tout la même chose qu'expliquer comment l'homme, au cours de l'évolution, en est venu à causer à ses congénères. C'est deux questions vraiment différentes. Et donc, si on en revient maintenant à l'univers, maintenant que la distinction entre les deux sens du mot origine est claire, on voit que cette distinction qui est proposée, ces deux façons de penser l'origine, nous oblige à interroger la relation que l'origine de l'univers pourrait entretenir avec l'univers. S'il s'agit d'une cause première, il y a une cause qui n'a pas elle-même à être fondée comme étant l'effet d'une autre cause. Dieu, par exemple, à condition de ne pas poser la question de l'origine de Dieu. Donc s'il s'agit d'une cause première, alors il faut la penser comme une transcendance effectivement distincte de l'univers lui-même, et dans ce cas, l'origine de l'univers a besoin d'autre chose que ce qui se trouve dans l'univers pour pouvoir être dite. Mais s'il s'agit au contraire d'un fondement logiquement premier, d'un fondement ontologique si on peut dire, l'origine renvoie plutôt à une entité immanente et non pas transcendante, à une entité qui fait elle-même partie de l'univers, à une sorte de cuisse de Jupiter primordiale qui aurait la particularité de rendre compte des autres existences empiriques. Mais alors, il faudrait ensuite expliquer de quelle autre cuisse de Jupiter cette cuisse de Jupiter provient elle-même, et ainsi de suite. Et donc, si on raisonne en ces termes, on est obligé d'identifier l'un après l'autre chacun des termes d'une suite infinie de cuisses de Jupiter. Alors, les physiciens appellent ça le programme strauss-kahnien pour des raisons évidentes. Chercher la cuisse de la cuisse de la cuisse, etc. Alors, je résume. Il y a deux points de vue qui impliquent deux façons différentes de comprendre la notion d'origine. Le premier est un point de vue chronologique et transcendant. C'est notamment celui des trois monothéismes qui pensent la création de l'univers en termes absolus et invoquent une origine radicalement distincte de ce qu'elle engendre. Le second est un point de vue logique et immanent. C'est celui, par exemple, des Grecs, qui ont pensé la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistante, la Cora chez Platon dans le Timée, par exemple. Alors, il y a un autre point que je voudrais préciser, qui sera capital dans la suite, c'est que si on prend la question de l'origine de l'univers vraiment au sérieux, c'est-à-dire si on prend le mot origine dans son sens radical, cela ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de l'univers, c'est pas simplement faire l'histoire
primordiale de l'univers, chose que les physiciens font très très bien, comme vous le savez, c'est d'abord s'interroger sur le passage de l'absence de toute chose, disons le néant, à la présence d'au moins une chose. L'origine de l'univers, c'est la transition entre le non-être et l'être. C'est donc affronter d'emblée le mystère du néant et de ses métamorphoses possibles. Comment le néant a-t-il pu cesser d'être le néant? En d'autres termes, penser le commencement du monde, enfin de l'univers, revient rigoureusement à penser son absence, c'est-à-dire à penser comment son absence a pu se transmuter en présence. Par quelle sorte de conversion, de métamorphose, de grand basculement, ce qui n'était rien a-t-il pu devenir un monde? Donc la question de l'origine de l'univers, c'est la question, ça suppose de penser l'absence totale d'univers. Si on pense une première chose, alors il faudra expliquer d'où elle vient, et donc on est soumis à une régression, ou bien imaginer que cette chose a toujours existé, auquel cas l'univers n'a pas d'origine. Et donc on voit bien que, ainsi posée, la tâche est difficile, et ça tient en particulier au fait que l'idée de néant a un statut tout à fait singulier. Bergson disait l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même. Au sens où ce qu'il voulait dire par là, c'est que dès que le concept de néant nous vient à l'esprit, le mouvement de notre pensée le transforme en autre chose que lui-même. On fait du néant quelque chose de particulier, on lui attribue même des propriétés qu'il ne peut pas avoir puisqu'il est le néant. Et donc dès qu'on pense le néant, on détruit l'idée de néant. Et la seule façon d'y penser, c'est de ne pas y penser. Il y a une formule de chez Bergson que j'aime beaucoup, il dit « penser le néant », penser le rien n'est jamais penser à rien. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous lisez un récit cosmogonique, grec ou pas grec, j'en ai lu beaucoup, les Égyptiens, Chinois et autres, on s'aperçoit que le monde surgit toujours de quelque chose, d'un lieu mystérieux, d'un réel en attente, qui est en général illimité, sombre et fertile. Ça commence par une sorte de tohu-bohu où titube la matière, l'espace et le temps, sans lumière en général. Puis tout d'un coup, il y a la lumière qui apparaît et c'est la naissance de l'univers. Mais il y a un déjà là, il y a des starting blocks à partir desquels différentes méthodes de création sont proposées selon les différentes cosmogonies. Ça peut être une création par le verbe, ça peut être un combat entre des êtres surnaturels, ça peut être des prouesses ou des liaisons amoureuses tumultueuses entre dieux ou demi-dieux, ça peut être un plongeon au fond de l'océan primordial, ça peut être un surgissement de lumière, je l'ai dit, ou encore un démembrement d'un être antérieur à tous les autres. Reste que tous ces différents récits partagent un point commun, qui est que tous racontent la mise en ordre progressive d'une sorte de matière dite originelle, dont l'origine n'est pas précisée. Et donc, la question qui est posée aux scientifiques, c'est est-ce que les scientifiques pourraient faire mieux que les cosmogonies ancestrales? Ce que Bachelard appelait les songeries ancestrales. Est-ce que nous, on pourrait faire mieux? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait raconter l'origine de l'univers sans partir d'un déjà là propulsif qui serait capable d'enclencher la création de tout ce qui constitue l'univers actuel? Est-ce que la science, la physique, la cosmologie, a la capacité de remonter jusqu'à l'énigmatique instant zéro? Ou est-ce qu'elle est condamnée, elle aussi, comme tous les récits originels, à prendre appui sur une sorte de prémonde de son cru? Alors j'observe que quand on écoute les astrophysiciens parler de l'origine de l'univers, Hawking par exemple dans ses livres, ou d'autres avant lui, le font toujours en invoquant les lois physiques ou des théories physiques. Et donc, il dispose d'un arsenal législatif qui est donné a priori, et au sein duquel, si on peut dire, l'univers physique qui obéit à ces lois va apparaître. Sans jamais, en tout cas pas chez Hawking, s'interroger sur le statut des lois physiques.
C'est-à-dire, est-ce que les lois physiques préexistent à l'univers si l'univers a été créé? Auquel cas, elles sont en quelque sorte transcendantes par rapport à l'univers empirique. Ou bien est-ce que l'arsenal législatif qui pilote l'évolution de l'univers et celle de son contenu apparaissent au cours de l'évolution de l'univers sans avoir eu d'existence préalable. Autrement dit, il y a une question métaphysique en cosmologie qui n'est pas beaucoup abordée, c'est la question du statut des lois physiques. Je ne parle pas du statut des lois de la physique. Les lois de la physique sont peut-être pas les lois physiques. Je parle des vraies lois physiques, celles qu'on cherche. Ces lois physiques, quel statut ont-elles? Si l'univers a eu une origine, au sens radical du terme, existait-elle ou était-elle définie avant lui? Et ça conduit, le fait d'oublier la question conduit parfois à des conclusions rigolotes. Dans le dernier livre de Hawking, à la dernière page, parce que Hawking il a une technique, c'est qu'il parle de Dieu à la dernière page, sans du tout en avoir parlé dans les pages précédentes. Donc il y a 180 pages sur la théorie des supercordes. Alors quand c'est le livre de 92 qui s'appelait Une brève histoire du temps, à la toute dernière page, il dit « Bientôt, grâce à la théorie des cordes, nous connaîtrons la pensée de Dieu ». Ce qui veut dire que Dieu pense, ce qui est déjà une information. Et dans le tout dernier livre, c'est une conclusion tout à fait différente, c'est finalement l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravitation ont suffi. C'est-à-dire qu'il y avait les lois de la gravitation avant l'univers. Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, alors vous devez dire que Dieu, ce sont les lois de la gravitation, de sorte que quand vous tombez dans les escaliers, sous l'effet de la gravitation, en réalité, vous accomplissez une action de grâce. Donc, vous voyez qu'on est toujours pris dans des pièges comme ça de langage, et c'est en l'occurrence d'autant plus absurde que ceux d'entre vous qui sont physiciens savent que dans la théorie des cordes, qu'utilise Hawking comme référence, la gravitation n'est pas postulée. La théorie des cordes, des supercordes, suppose que les particules, si on pouvait les regarder avec un microscope très puissant, seraient des cordes vibrant dans un espace-temps à plus que 4 dimensions, 10 ou 26. Et les principes dont on part sont de dire que la cinématique de ces objets, c'est la relativité restreinte, donc pas de gravitation, et que la dynamique est régie par la physique quantique. Donc on ne parle pas de gravitation. Et la magie de cette théorie, ce qui a fait qu'on l'a prise au sérieux au point d'en faire prématurément la théorie du tout, c'est qu'à partir de ces seuls principes, on arrive à dériver les équations de la relativité générale d'Einstein, qui est donc la théorie qui décrit la gravitation. Ce qui veut dire que les lois de la gravitation sont secondaires par rapport au principe de la théorie des cordes. Donc mettre les lois de la gravitation en amont de tout, comme le fait Hawking, alors qu'elles-mêmes dérivent d'autre chose, c'est une sorte de contradiction quand on prétend parler de l'origine de l'univers. Et donc, vous voyez que quand on s'interroge sur le fondement de l'univers, il faut savoir, enfin, il faut décider si on considère que l'univers a en lui-même son propre fondement, ou bien si au contraire, il faut chercher son origine en dehors de lui. Kant disait « la cause du monde est à l'extérieur du monde ». Est-ce qu'il faut suivre Kant là-dessus, ou est-ce qu'il faut imaginer que la cause du monde est dans le monde? Alors ça pose d'emblée une question. Si on suit Kant, c'est-à-dire si on considère que l'origine du monde est hors du monde, est-ce que cela ne revient pas à considérer ipso facto que le monde est contingent? C'est-à-dire que le monde aurait pu ne pas être, puisque l'entité supérieure dont il dérive aurait pu avoir le caprice de ne pas créer le monde, puisqu'il est extérieur au monde. Il n'y a pas de lien de nécessité ou de causalité directe entre l'origine de l'univers et l'univers lui-même. Et donc, ça nous amène à une question plus générale, qui est celle de savoir quelle sorte de lien relie dynamiquement l'origine d'une chose et la chose elle-même. Et quand je dis chose, là, je pense à toutes sortes de choses, pas nécessairement à l'univers tout entier. Et
pour avancer, il suffit de regarder quel a été, surtout au XXe siècle, le travail des physiciens. Quel a été, ou plutôt à quel type d'origine les physiciens ont-ils eu accès? Vous savez qu'ils ont compris l'origine des atomes, l'origine des étoiles, l'origine de toutes sortes de structures qui existent dans l'univers. Et la question est de savoir comment ils ont procédé, pour voir ensuite si leur façon de procéder, qui leur a permis de découvrir l'origine des atomes ou des étoiles, pourrait être appliquée à la question de l'origine de l'univers. Alors, il existe des situations en physique où la réponse à cette question, le lien dynamique qui unit l'origine d'une chose à la chose, peut être résolu de façon assez simple. C'est par exemple le cas pour les noyaux d'atomes. On a compris, aujourd'hui c'est presque parfaitement compris, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire comment tous les noyaux qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev se sont formés au cours de l'histoire de l'univers. Donc les plus légers, deutérium, hélium, etc., lithium, se sont formés dans les 3 premières minutes de l'univers, comme on dit, on reviendra sur l'expression, quand la densité, la température étaient très élevées, et puis pendant des centaines de millions d'années, il ne s'est plus rien passé en termes de nucléosynthèse, jusqu'à ce qu'apparaissent les premières étoiles, qui ont permis la fabrication des noyaux plus lourds, disons, qui vont du lithium jusqu'au fer. Et puis ça s'arrête au fer, qui est le noyau le plus stable, et pour fabriquer les noyaux plus lourds que le fer, du fer jusqu'à l'uranium, il faut des explosions d'étoiles très massives, ce qu'on appelle des supernovas, qui émettent des flux de neutrons très très importants, qui par capture des noyaux et radioactivité bêta successive vont engendrer tous les éléments chimiques qui vont, comme je l'ai dit, du fer jusqu'à l'uranium. Et vous voyez que dans ce scénario, qui est maintenant bien établi, l'origine des noyaux fait partie des noyaux. Ce sont les protons et les neutrons qui se sont agglomérés sous l'effet des forces nucléaires. Donc l'origine des noyaux fait partie des noyaux, elle est immanente. On explique l'origine des noyaux par l'invocation d'autres entités physiques qui préexistaient aux noyaux. Après, on peut se poser la question de l'origine des protons et des neutrons. Alors là, il faut voir d'autres physiciens que les physiciens nucléaires. On va voir les physiciens des particules, et eux nous disent que ça vient de la fusion des quarks et des gluons dans l'univers primordial. Et donc on explique là encore l'origine des nucléons par l'invocation de structures préexistantes qui ont été associées par le biais de l'interaction nucléaire forte. Et après, on pose la question de l'origine des quarks, qui sont des particules élémentaires, d'après le modèle standard. Et là, le canal historique se bouche. On n'a pas de scénario qui explique l'origine des quarks, puisque ce ne sont pas des structures composites. Et donc, dans les théories, on postule l'existence des quarks. On prend acte du fait qu'ils sont là, sans pouvoir les dériver de structures qui les auraient précédés. Il y a un autre exemple qu'on peut commenter, c'est justement le boson de Higgs. Le boson de Higgs qui a été découvert après 48 ans de recherche, c'est-à-dire il y a eu 48 ans entre l'écriture de l'article par Higgs, puis un autre article qui dit la même chose, écrit par Englert et Brout en 1964, et puis la détection expérimentale du boson de Higgs. La question qui était posée, c'était l'origine de la masse des particules élémentaires. Puisque d'après les équations du modèle standard, les particules élémentaires, électrons, quarks, neutrinos, etc., devraient avoir une masse nulle. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a une contradiction entre la théorie et les mesures. Et c'est des contradictions qui sont récurrentes dans l'histoire de la physique, mais on ne sait jamais très bien comment les gérer d'une façon qui marche à tous les coups. Parce que parfois cette contradiction signifie que les lois sont fausses, il faut donc les corriger pour tenir compte des faits qui les contredisent. Et puis d'autres fois, c'est que dans le réel, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, dont l'existence, si elle était connue, permettrait de rétablir l'accord entre les mesures et la théorie. Bon, le plus souvent, on dit que c'est la théorie qui est fausse. Et en l'occurrence, dans les années 60, c'est ce que disaient la plupart des physiciens des particules. La théorie prédit que la masse des particules est nulle, elle n'est pas nulle, donc la théorie est fausse. Et puis les 3 physiciens que j'ai cités se sont demandé si
on ne devait pas faire confiance aux équations et se demander si ce n'est pas la notion de masse qui aurait été mal comprise. Et ils ont fait un travail assez court, hein, c'est un calcul d'une page et demie, publié en 1964, dans lequel ils font le postulat que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque des particules comme on l'a enseigné depuis Newton, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide, puisqu'il contient un champ, le champ de Higgs, avec lequel les particules sont couplées, et c'est l'intensité de leur couplage qui mesure leur masse. Plus le couplage est fort et plus la masse de la particule est élevée. Et donc la masse, c'est une propriété secondaire résultant de l'interaction de particules sans masse avec un champ, une entité physique. Et donc on comprend l'origine de la masse par l'invocation d'une autre entité physique qui s'appelle le champ de Higgs, dont les quantas sur les bosons de Higgs, etc. Autrement dit, on explique un être physique, la masse, par l'invocation d'un être physique. On reste dans l'immanence. Ensuite, vous pouvez regarder ce qui se passe à propos de l'espace et du temps. Là, je ne vais pas en parler parce que ça pourrait nous emmener jusqu'à demain matin, mais vous savez bien que dans la plupart des théories physiques, à part la relativité générale, l'espace-temps est une notion primitive. C'est-à-dire, il ne dérive de rien d'autre que lui-même, il est posé a priori. On pose l'espace-temps, on lui donne une métrique, et dans cet espace-temps dont la métrique est définie, on installe des objets qui ont des vies, qui vivent des phénomènes, etc. Mais quand on veut unifier la gravitation et les autres forces pour décrire l'univers primordial, on se rend compte qu'on doit trancher la question de savoir si l'univers est vraiment primitif ou si ça n'est pas plutôt une entité qui émerge au-dessus d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps. Et ceux qui essaient d'élaborer ainsi ce qu'ils appellent une thermodynamique de l'espace-temps tentent de montrer, c'est la gravité quantique à boucle par exemple, que l'espace-temps émerge à une certaine échelle d'une structure qui, à plus petite échelle, ne le contient pas. Et vous voyez, dans ce cas-là, on explique l'origine de l'espace-temps par un fondement physique dont la nature dépend des théories qui tentent ce genre d'opération. Et vous voyez que dans les trois exemples que j'ai donnés, et on pourrait sans doute arriver à la même conclusion en multipliant les exemples, la physique ne quitte jamais le terrain de l'immanence. Et à un moment ou à un autre, je l'ai fait en préambule, mais il faudra peut-être y revenir à la fin, il faudrait poser la question du statut des lois physiques. Parce que si je donne une explication en invoquant des lois physiques, est-ce que je considère que ces lois sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes? Alors, autre détail avant que on aborde directement la question du langage, c'est que si on écoute les scientifiques parler de l'origine de ce qu'il y a dans l'univers, atomes, molécules, planètes, galaxies, amas de galaxies, on s'aperçoit assez rapidement que dans leur bouche, il n'est jamais question de genèse proprement dite. Ils parlent seulement de généalogie, de métamorphose, de structuration de constituants élémentaires en systèmes plus complexes, l'exemple des noyaux que j'ai cité tout à l'heure. En d'autres termes, s'ils disent chercher l'origine, ils n'en révèlent jamais que les sous-produits, c'est-à-dire des transitions d'un état à un autre, ou des processus qui permettent de comprendre l'apparition d'un nouvel objet et le commencement de son histoire. Et donc toute origine qu'on entreaperçoit n'est jamais qu'une étape, qu'une origine secondaire, qu'un commencement précédé d'un autre commencement. On ne semble pouvoir identifier des sources qu'en leur associant les rochers d'où elles jaillissent. Belle phrase de Bergson qui dit ça. Dès lors, les origines dont nous parlons, nous scientifiques, ne constituent jamais l'amont premier, mais, à rebours du sens des mots, se posent plutôt en ultime aval. Le mot origine, en science, veut dire conclusion. Décrire l'origine de quelque chose, c'est dire les processus antérieurs dont cette chose qui apparaît est la conclusion.
Origine veut dire achèvement. Bon. Maintenant, je reviens à la question de l'origine de l'univers. Si décrire une origine, c'est décrire l'achèvement des processus qui engendrent la chose dont on décrit l'origine, qu'est-ce que peut bien être l'origine de l'univers? De quoi peut-elle être l'achèvement? Si elle est l'achèvement de quelque chose, c'est qu'elle a été précédée par quelque chose. Et donc là, on voit apparaître un problème qui est que l'enthousiasme que les physiciens ont légitimement d'avoir pu comprendre l'origine de toutes sortes de choses dans l'univers ne s'applique plus quand on s'intéresse à l'origine radicale, qui est celle non pas des constituants qu'on trouve dans l'univers, mais de l'univers lui-même. Décrire son origine, c'est décrire ce qui l'a précédé. Or, de quoi a-t-il pu être précédé? Si on suppose que ce qui l'a précédé n'est pas le néant, c'est qu'on n'est pas en train de parler de l'origine. Bon, là, je vous citais une petite phrase que j'ai mise dans mon bouquin, mais je pense qu'elle résume ce que je suis en train de vous dire. Pour expliquer comment l'absence de toute chose peut devenir une chose, il faudrait attribuer au néant des propriétés qui lui permettraient de devenir autre chose que du non-être. Et ces propriétés, le néant ne peut pas les avoir, car s'il les avait, il serait déjà quelque chose. En tout cas, il serait mieux que rien. On peut presque faire du Raymond DeVos autour de ces questions. Alors, maintenant, j'en viens à la physique. Au XXe siècle, nous avons compris que les disciplines scientifiques, que la plupart des objets qu'elles étudient, n'ont pas toujours été tels que nous pouvons les observer. Presque tous sont les produits d'une histoire, et ils ont eux-mêmes une histoire. Il y a 5 milliards d'années, il n'y avait pas de Terre. La vie n'y a pas toujours été présente. Les étoiles qui apparaissaient à nos précurseurs aussi stables et pures que les idéalités de la pensée ne sont pas immuables. Elles se forment, elles évoluent, elles se transforment, elles agonisent, elles disparaissent. Les atomes eux-mêmes n'ont pas toujours été là. Dans l'univers primordial, il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait que des particules élémentaires gorgées d'énergie qui s'y agitaient frénétiquement. Et on est parvenu à reconstituer toute l'histoire qui s'étend sur 13,7 milliards d'années. Et aujourd'hui, le doute n'est plus permis. L'univers n'est pas statique. Il peut même se lire comme un grand récit. Et simplement, dans beaucoup de livres de cosmologie, vous lirez que avant le XXe siècle, personne, en Occident en tout cas, n'avait imaginé que l'univers ait pu avoir une histoire. Évidemment, avec l'idée que c'est la découverte de l'expansion de l'univers, l'éloignement des galaxies, qu'on a compris que l'univers avait une histoire, une évolution, alors qu'Einstein pensait que l'univers était statique et tous les autres physiciens avec lui. Ça, c'est vraiment une vulgate qu'il faut absolument dénoncer. D'abord parce que toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. Donc on ne peut pas dire qu'on n'avait jamais imaginé que l'univers pouvait être autrement que statique. D'autre part, Kant a écrit une théorie du ciel. C'est un ouvrage de Genèse dans lequel il explique comment l'univers a pu se former à partir de la condensation gravitationnelle de nébuleuses. Donc il a écrit l'univers a une histoire. Quand au XIXe siècle, on établit une nouvelle physique qui s'appelle la thermodynamique, dans laquelle il y a un deuxième principe qu'on applique à l'univers tout entier, et on aboutit à une conclusion qui effraie les physiciens, qui est la mort thermique. La mort thermique, c'est une histoire de l'univers. Donc la phrase « l'univers a une histoire » a été écrite à maintes reprises par toutes sortes de gens avant le XXe siècle. Simplement, et c'est là qu'il faut rendre justice un peu à ces livres, quand un physicien du XIXe siècle écrit la phrase « l'univers a une histoire », il écrit une phrase dont le sens n'est pas exactement le même que celui que lui donne un physicien du XXe siècle qui écrit la même phrase. Pour la raison suivante, c'est qu'au XIXe siècle et avant, l'univers, c'est une sorte d'enveloppe qui contient différents constituants. Et quand on dit l'univers a une histoire, on veut dire que les constituants à l'intérieur de cet univers, de cette enveloppe,
ont une histoire, ils évoluent, ils bougent. Alors que quand un physicien du XXe siècle dit « l'univers a une histoire », ce qu'il veut dire, c'est que l'univers est un objet physique, lui-même, et cet objet physique a une histoire. Et d'où vient la différence? C'est qu'en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale, qui est la première théorie dans l'histoire qui donne un formalisme permettant de décrire l'univers comme un objet physique. L'univers devient un objet physique. Il n'est pas simplement l'enveloppe qui contient les objets physiques, il devient un objet physique. C'est-à-dire qu'il a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, la courbure générale de l'espace-temps est une propriété de l'univers et non pas des galaxies ou des amas de galaxies. Et donc, c'est cet objet physique particulier que la relativité générale peut formaliser qui a une histoire au XXe siècle. Alors, je sais que dans la salle, il y a beaucoup de philosophes, alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est que la signification du mot univers n'a cessé d'évoluer au cours des âges, au gré des représentations qu'on pouvait s'en faire ou des extrapolations hasardeuses de l'imagination. On a imaginé que l'univers pouvait être assis sur un empilement de tortues ou de baleines, etc. Certaines cosmogonies le réduisent au système solaire. Et donc, l'idée d'univers, l'idée moderne d'univers, on la doit à Galilée. Galilée qui montre que le monde sublunaire et le monde supralunaire sont le même monde, régis par des lois universelles. Et l'univers est donc une structure qu'il faut penser comme étant le lieu d'exercice de lois universelles, invariables, qui sont les mêmes partout et à tout instant. Et donc, l'idée moderne d'univers a partie liée avec les concepts d'unité et de loi. Tous les mondes ne sont pas des univers. Il y a même un tri assez sévère. Par exemple, un monde où la structure des atomes ne serait pas la même en tel endroit qu'en tel autre ne serait pas un univers, au sens que je viens de définir. Pas plus qu'un autre dans lequel les corps pourraient chuter ou ne pas chuter comme bon leur semble, sans obéir à une loi digne de ce nom. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville de Chamonix, à Chamonix, il y a un magasin que mes enfants fréquentent qui s'appelle l'Univers du bonbon. Bon. Et la plupart des chamoniards trouvent que c'est une appellation exagérée. L'Univers du bonbon. Et en fait, non. Parce que dans ce magasin, c'est un magasin qui n'usurpe pas son appellation. D'abord parce qu'on n'y trouve que des bonbons. Donc il y a une unité ontologique, dont le coût est en proportion de leur poids, indépendant de leur forme, de leur couleur et de leur saveur. Donc il y a une loi universelle. Donc c'est vraiment un univers. Bon. Deuxième chose à conserver à l'esprit, le pari consistant à dire que l'univers en tant que tel est un possible objet de science est plus récent. C'est ce que j'ai dit à propos d'Einstein. Et ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de philosophes des sciences, ou plutôt beaucoup de philosophes qui étaient férus de sciences, comme Bachelard, Valéry, beaucoup d'autres, ont très vertement critiqué, je n'ai pas le temps de vous lire les citations, mais vous les trouverez facilement, l'idée que l'univers pourrait être un objet comme les autres. Et Bachelard, qui était pourtant très ouvert sur ces questions, se moque de la cosmologie en disant que si on en croit les cosmologues, l'univers va bientôt devenir un brevet d'ingénieur. Il y a l'univers de De Sitter, l'univers d'Eddington, l'univers d'Einstein, qui sont définis par des métriques différentes, comme si l'univers pouvait entrer dans le monde de la banalité physique. Alors je vais sauter tout ça et vous raconter maintenant rapidement les grandes étapes qui ont permis de fonder une authentique cosmologie scientifique. L'étape qui suit la publication des travaux d'Einstein, c'est une étape observationnelle. Un astronome américain qui s'appelle Hubble, qui dispose d'un télescope très puissant, un télescope Hooker au mont Wilson aux États-Unis,
qui regarde le mouvement des nébuleuses, bon, qu'on appellera par la suite des galaxies ou des amas de galaxies. Et ce qu'il observe, c'est que la vitesse relative de ces nébuleuses, les unes par rapport aux autres, donc, est d'autant plus grande que leur distance est plus élevée. Et il interprète ce résultat en disant que les galaxies se fuient les unes des autres dans l'espace. Donc lui, il observe le mouvement des galaxies dans l'espace. Simplement, quand on prend les mêmes résultats observationnels, les mêmes observations, mais qu'on les interprète dans le cadre théorique nouveau que fournit la relativité générale, l'interprétation change complètement. C'est-à-dire une interprétation que Hubble ne va jamais accepter. C'est que, au lieu de dire que les galaxies se déplacent dans l'espace, il faut considérer que les galaxies sont immobiles et que l'espace qui les sépare se dilate. Elles sont immobiles dans un espace-temps en expansion. Et c'est ça qu'on va appeler l'expansion de l'univers, découverte à la fin des années 20, qu'Einstein, qui n'y croyait pas au départ, va finir par admettre dans un article célèbre de 1931, où il reconnaît qu'en introduisant la constante cosmologique qui était chargée d'empêcher l'expansion dans les solutions de son équation, il a commis la plus grande erreur de sa vie. Et un physicien russe qui s'appelle Gamov va comprendre que si on prend les équations d'Einstein, qu'on met dedans la loi de Hubble, la loi d'expansion des galaxies que je viens d'évoquer, on a une équation qu'on peut extrapoler vers le passé, qui va nous renseigner sur ce qu'était l'univers du passé. Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est que l'univers du passé, l'univers observable dans le passé, était plus petit, plus chaud, plus dense. Voilà. Et il y a une partie de cet univers observable qu'on peut observer. Comme vous le savez, ça consiste à recueillir la lumière qui nous vient des objets qu'on trouve dans l'univers, les galaxies, etc. La lumière met un certain temps pour nous parvenir, et donc on voit ces objets tels qu'ils étaient au moment où ils ont émis de la lumière, c'est-à-dire tels qu'ils étaient dans le passé. Personne ne voit l'univers contemporain. Simplement, il y a une date dans l'histoire de l'univers en deçà de laquelle on ne peut pas observer. C'est que dans les 400 000 premières années, la densité de matière était tellement élevée que la lumière ne pouvait pas se propager. C'est-à-dire les photons, les grains de lumière, entraient en collision avec des particules à chaque fois qu'ils faisaient un pas, et donc ne pouvaient pas se propager librement dans l'univers. L'univers était opaque à sa propre lumière. Et puis, quand la température de l'univers est tombée à 4000 degrés, les premiers atomes d'hydrogène ont pu se former, les photons n'interagissent pas avec les atomes d'hydrogène, et donc la matière est devenue transparente à la lumière. Et ce rayonnement, qui à l'époque avait 4000 degrés, aujourd'hui ne fait plus que 3 degrés. Du fait de l'expansion, il s'est refroidi. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et il a été détecté en 1964, très finement étudié depuis. Et le satellite Planck, en ce moment, fait des mesures très très précises, dont les résultats vont être communiqués au mois de mars 2013. Pour l'instant, il y a embargo. Et mon petit doigt me dit que vous allez en entendre parler. Mais avant, comment est-ce qu'on fait pour connaître l'univers avant qu'il libère la lumière qu'on peut détecter aujourd'hui? Aucune observation n'est possible. La seule façon de faire, c'est de faire des collisions de particules à très haute énergie, donc avec des énergies qu'avaient les particules dans cette phase de l'univers. Et comme on pense que les lois physiques n'évoluent pas au cours du temps, si on répète aujourd'hui dans des collisions très fortes, très violentes, les conditions physiques de l'univers primordial, on verra se répéter les phénomènes qui s'étaient produits dans l'univers primordial. C'est ce qu'on fait au CERN avec le LHC ou d'autres accélérateurs de particules. Et dans les années 50, la cosmologie a
fait un grand pas dans la mesure où les gens ont pris les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation, et seulement la gravitation, et ont pu faire une extrapolation vers le passé en tenant compte de la loi de Hubble de l'expansion de l'univers. Et le résultat auquel ils sont arrivés est très simple. Si je prends ici, je mets ici un axe qui désigne, disons que le temps cosmologique, et ici disons le rayon, eh bien, si on est ici par exemple, l'univers observable du passé est plus petit, et puis quand on met la loi de Hubble, on s'aperçoit que quand on remonte vers le passé, il converge vers une taille nulle. C'est-à-dire ce qu'on appelle une singularité à laquelle on associe un instant zéro. Donc ça, c'est t égale 0. Une densité infinie, une température infinie et un volume nul. Donc une sorte de monstruosité mathématique qu'on appelle le Big Bang. Et vous connaissez l'origine du terme, je pense. Ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle d'évolution dynamique. C'est le nom qu'il a jusqu'en 1949. C'est Gamow qui en est le plus grand promoteur. Mais il y a beaucoup d'adversaires, notamment Fred Hoyle, qui explique ce modèle pour le critiquer dans une émission de la BBC en 1949. Il en parle en termes très compliqués. Cette émission, vous pouvez la lire aujourd'hui parce qu'elle a été transcrite. Mais le journaliste qui l'interroge lui fait remarquer à la fin qu'il a dit des choses très incompréhensibles. Il lui demande de simplifier. Et c'est là que Fred Hoyle invente l'expression Big Bang. C'est comme un Big Bang. Mais il le fait pour se moquer de cette théorie qu'il conteste parce que lui pensait qu'il y avait création continue de matière. Mais l'expression va faire florès, comme vous savez, et elle va être très largement médiatisée sous cette forme. Et c'est cette forme qui est aujourd'hui enquistée dans le discours général, dans les médias, et même dans la façon qu'ont les physiciens de traiter de la question de l'origine de l'univers. C'est-à-dire que le Big Bang, c'est l'explosion originelle qui aurait créé tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et on voit que entre ce Big Bang et le Fiat Lux, il y a la tentation de créer une fusion. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé parce que nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, a eu une origine. Et donc il y a eu amalgame entre un fait scientifique, qui est celui que je viens d'évoquer, et un fait de culture qui est l'univers a été créé. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure montrent qu'on n'est pas sorti aujourd'hui de ce schématisme. Or, vous avez tous les ingrédients en tête pour comprendre pourquoi il est impératif de changer de discours. Et on pourra se demander ensuite pourquoi, sachant que c'est impératif, on ne l'a pas fait. Bon. C'est tout simplement que quand vous remontez vers le passé, la température augmente, comme je l'ai dit. Donc l'énergie des particules augmente. Et arrive un moment où vous devez tenir compte de toutes les forces que subissent les particules. Et comme vous le savez, dans l'univers, il y a 4 forces fondamentales. Il y a la gravitation, qui est décrite par la relativité générale dont dérivent ces modèles, mais il y a aussi la force électromagnétique, et il y a 2 forces nucléaires, qui sont les forces nucléaires faibles et fortes, peu importe les détails. Il y a 4 forces au total. La relativité générale ne décrit que la gravitation. Et donc, il y a un moment où vous pouvez toujours faire des calculs à partir des équations d'Einstein. Ces calculs sont mathématiquement justes, mais ils sont physiquement incomplets, donc physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les conditions physiques et les phénomènes physiques que vivent les particules dans l'univers primordial. Bon. Pour vous donner des ordres de grandeur, au LHC, en ce moment, on fait des collisions de protons qui ont des énergies de quelques
milliers de gigaélectronvolts, ce qu'on appelle des TeV. Et un TeV, c'est à peu près l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Donc chaque proton a l'énergie d'un moustique. On fait des collisions, et ça nous amène aux conditions physiques qui régnaient, par exemple, dans cette phase-là de l'univers primordial. Et là, ça va encore. Je veux dire, on a des équations, on peut d'ailleurs les tester par la confrontation aux résultats expérimentaux qu'on obtient à l'issue de ces collisions. Mais si vous extrapolez plus loin, arrive un moment où vous devez impérativement tenir compte des 4 forces en même temps. Et ce moment, on peut le caractériser par des paramètres physiques qui sont une énergie, une longueur et une durée. L'énergie, c'est 10 puissance 19 GeV. C'est-à-dire c'est l'énergie d'un TGV en circulation. C'est beaucoup plus que l'énergie qu'on est capable de donner aux particules du CERN. Il y a des dizaines d'ordres de grandeur qui séparent cette énergie dite de Planck des énergies qu'on est capable de réaliser en laboratoire. Et ce moment en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent incomplètes, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, expérimentalement, on s'est raconté quasiment l'histoire intégrale de l'univers entre le moment où les particules avaient l'énergie d'un moustique et aujourd'hui, où elles ont beaucoup moins d'énergie qu'un moustique, en moyenne. Alors, avec nos équations, celle de ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard, c'est le modèle qu'on utilise en physique des particules pour décrire l'interaction nucléaire faible, forte et électromagnétique, pas la gravitation. C'est un modèle qui s'appuie sur la physique quantique et qui est testé au CERN et ailleurs. Et avec lui, sans avoir de données expérimentales, on est capable de faire des extrapolations jusqu'au mur de Planck. C'est plus hypothétique, mais on peut le faire. Donc, si on veut être honnête intellectuellement, on peut dire qu'on est à peu près capable de raconter l'histoire qui va depuis le mur de Planck jusqu'à aujourd'hui. Si on veut regarder ce qui s'est passé en amont du mur de Planck, il faut une théorie physique qui décrive en même temps les 4 forces. La gravitation et les 3 autres. Je pense que vous en avez entendu parler, mais la relativité générale est une théorie dans laquelle l'espace-temps est un objet dynamique, c'est un objet physique. Ce n'est plus une donnée primitive. Alors qu'en physique quantique, qui est la théorie cadre du modèle standard de la physique des particules, l'espace-temps est un objet rigide, statique, c'est l'espace-temps de la relativité restreinte. Il est primitif, il est substantiel. Alors qu'en relativité générale, il est relationnel. Donc l'espace-temps de ces 2 théories n'a pas du tout le même statut. Ces 2 théories qu'on pourrait presque dire contradictoires l'une avec l'autre. Et donc si on veut remonter en amont du mur de Planck, on doit trouver le moyen d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique, ou de les dépasser. Alors, il y en a qui essaient de le faire en s'appuyant plutôt sur ce qu'ils ont compris de la relativité générale. C'est par exemple les gens qui travaillent sur la théorie de la gravité quantique à boucle. Puis il y en a d'autres qui partent plutôt de ce qu'ils ont compris du modèle standard, qui essaient simplement de lui donner plus d'espace topologique en augmentant le nombre de dimensions d'espace-temps, ou en changeant le statut des objets physiques, c'est la théorie des supercordes. Donc, il y a toutes sortes de tentatives théoriques par lesquelles on essaie de décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Bon. Personne ne sait laquelle de ces hypothèses est la bonne. Quelle est la bonne piste? Personne n'en sait rien. La théorie des cordes est beaucoup plus étudiée que les autres voies, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais honnêtement, personne ne peut aujourd'hui garantir qu'il s'agit de la bonne théorie. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à la tester, c'est-à-dire à lui faire dire des prédictions que nous pourrions tester par des observations soit auprès d'accélérateurs, par des collisions, soit à partir de données recueillies par des satellites comme Planck.
Alors, le point important est le suivant. Les gens qui travaillent dans ces différentes voies se rencontrent peu. Je veux dire par là que les théoriciens des cordes voient des théoriciens des cordes, les gens qui travaillent sur la gravité quantique à boucle voient des gens qui travaillent sur la gravité quantique à boucle, ils ont leurs colloques séparés, etc. J'ai passé 2 ans de ma vie à aller à tous les colloques, enfin presque, pour voir comment ça se passe quand on essaie d'appliquer ces théories qui sont à l'ébauche à l'ère de Planck, c'est-à-dire à l'ère qui a précédé le franchissement du mur de Planck. Et le point important, mais qui est même capital quand on s'intéresse à la question de l'origine, c'est que toutes ces voies théoriques, quand on les applique avec plus ou moins d'approximation ou de simplification à l'ère de Planck, volatilisent la singularité initiale. Il n'y a plus d'instant zéro. Alors je vais vous donner quelques illustrations. Si vous prenez la théorie des cordes, je rappelle, c'est l'idée que les particules sont des cordes qui vibrent dans un espace-temps de dimension plus grande que 4. Et cette théorie permet de retrouver donc, les équations d'Einstein pour la gravitation. Et je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Elle permet également de retrouver le formalisme de ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui est la théorie 4 qui permet de décrire les 3 autres interactions nucléaires et électromagnétiques. C'est pour ça que les gens étaient fascinés dans les années 80 par la théorie des cordes. C'est à partir de principes très généraux, sans y mettre la gravitation, comme je l'ai dit, on arrive à dériver les 2 grandes théories qui sont les théories 4 de la physique, la relativité générale et la théorie quantique des champs. D'où l'idée que c'était une théorie du tout qui allait nous donner, disait Hawking, la pensée de Dieu. Simplement, ces dimensions supplémentaires d'espace-temps qu'on postule dans la théorie, il y a 2 façons de les considérer. Soit on considère qu'elles sont très petites, elles sont repliées sur elles-mêmes. Tellement petites même qu'on ne peut pas les observer. Ou bien on considère que c'est des dimensions infinies dans lesquelles on ne peut pas se propager. En tout cas, les particules de matière ne peuvent pas se propager, seules les particules comme les gravitons peuvent y aller. Alors, dans le premier cas, quand on essaie d'appliquer la théorie des cordes à l'univers primordial, quand la densité de particules et l'énergie des particules est très élevée, on se rend compte que c'est impossible. Parce que les cordes sont tellement enchevêtrées que les équations sont impossibles à résoudre. Donc il y a une impossibilité, disons, technique de décrire cet univers-là. Mais on peut faire des approximations, on peut faire des scénarios, on peut faire des simplifications, en essayant de trouver dans les équations les termes qui sont les plus petits et de les négliger. Donc il y a un cours qui est donné au Collège de France par Gabriele Veneziano sur cette question-là, dans lequel il fait l'hypothèse que les dimensions supplémentaires sont très petites, elles ont une longueur qui est égale à la longueur de Planck, c'est 10 moins 35 mètres, donc c'est vraiment petit. Et dans ce cadre-là, la théorie des cordes prédit que la température dans l'univers est bornée. C'est-à-dire qu'en tout instant de son histoire et en tout point de son espace, la température en un point de l'univers est nécessairement inférieure à une certaine valeur qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. D'accord ? Donc il suffit que je dise cela pour que la singularité des modèles des années 50 correspondant à une température infinie n'existe plus, n'ait plus de sens physique. Par quoi est-elle remplacée dans le cadre de la théorie des cordes développée par Veneziano? Par ce qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang, qui consiste à dire qu'en fait, quand on extrapole vers le passé, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'avant le Big Bang, il y a un univers qui est en contraction, sa taille n'est pas nulle, sa température augmente parce qu'il est en contraction, jusqu'au moment où sa température atteint la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes, auquel cas il ne peut plus continuer sa contraction. Et donc il rebondit sur lui-même, et ce qu'on appelle le Big Bang n'est plus du tout une singularité initiale associée à une explosion qui aurait créé tout ce qui existe, mais une transition de phase entre
l'univers d'avant et l'univers d'après. C'est plus une origine. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, la question de savoir ce qu'il y a avant ce passage-là n'est plus une question métaphysique, mais une question de physique. Évidemment, vous ne pouvez pas extrapoler très loin, puisque pour franchir cette étape, vous avez dû faire des simplifications dans votre modèle qui vous empêchent d'extrapoler plus loin. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'origine, on peut simplement dire que l'instant zéro n'en est pas une. L'origine, c'est, sinon volatilisé, du moins décalé. Ensuite, si vous faites de la cosmologie à partir de la théorie des cordes, en supposant que les dimensions supplémentaires sont infinies, vous faites une cosmologie qu'on appelle la cosmologie branaire. C'est-à-dire vous considérez qu'un univers, le nôtre par exemple, c'est une brane, c'est-à-dire un drapeau qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. Et dans ces cosmologies-là, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est la collision entre la brane qui est notre univers avec une autre brane qui flotte dans l'espace-temps. Et donc, vu de notre univers, cette collision apparaît comme étant ce que nous appelons le Big Bang. Et là encore, ce n'est pas une origine, puisque c'est une collision entre une brane qui était déjà là avec une autre brane qui était également déjà là. Alors, je l'ai dit d'emblée, la théorie des cordes est peut-être une théorie fausse. C'est peut-être pas la bonne. Et donc, si ça n'est pas la bonne théorie, les conclusions auxquelles je viens d'arriver sont fausses, puisque je suis parti d'une théorie qui n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut regarder les autres pistes. Et je ne prétends pas que toutes les pistes possibles ont été explorées. Mais il faut regarder celles qui sont soumises à des publications, celles qui sont discutées dans les colloques, c'est ça le matériau de base de la science. Alors, je n'ai pas le temps de faire la liste, mais je vous donne quand même, pour vous montrer que ça marche dans d'autres cas, ce qu'on déduit de la théorie de la gravité quantique à boucle. Alors, la théorie de la gravité quantique à boucle qui est développée par des gens comme Carlo Rovelli, H.T. Carr et quelques autres, ce n'est pas une théorie qui vise à unifier les interactions d'emblée. C'est une théorie qui vise d'abord à quantifier la gravitation, c'est-à-dire à formuler la gravitation dans un langage quantique. Parce qu'il y a une contradiction entre la relativité générale et la physique quantique. Et pour résoudre cette contradiction, il faut d'abord quantifier, pense-t-il, la gravitation. Il pense en plus que les dimensions supplémentaires d'espace-temps, c'est vraiment des entités métaphysiques qu'on n'a pas le droit de postuler dans une théorie digne de ce nom. Donc il garde un espace-temps à 4 dimensions, normal, sauf qu'au lieu de supposer qu'il est lisse, continu, ils vont supposer qu'il est granulaire, c'est-à-dire qu'il est discret. Plusieurs manières de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a par exemple les géométries non commutatives d'Alain Cohn qui sont une des voies possibles. Bon. Il y a toutes sortes de trucs. Quand je vous parle d'un modèle, ce n'est pas un seul modèle, c'est toute une famille de modèles. Et le point commun qui les rassemble, c'est que dans ces logiques-là, l'espace-temps est quantifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout volume dans l'espace-temps ne peut être qu'un multiple entier d'un volume élémentaire, qui n'est pas nul, qui n'est pas de volume nul. Il y a, si vous voulez, des quantas d'espace-temps. Et si vous faites de la cosmologie avec cette théorie, ça a été notamment développé par un physicien qui s'appelle Martin Bojovald, et qui a publié un livre que vous trouvez en librairie qui s'appelle « L'univers en rebond », eh bien, c'est à peu près la même idée que pour la théorie des cordes, alors que les points de départ sont complètement différents, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'avant, il y a un univers en contraction, et cet univers ne peut pas devenir plus petit que le plus petit volume autorisé pour l'espace-temps. Et donc, quand l'univers atteint la plus petite taille que la théorie autorise, il ne peut pas se contracter davantage, et il rebondit sur lui-même pour devenir l'univers en expansion que nous connaissons. Et là encore, la singularité initiale disparaît. Plus de singularité initiale. Autrement dit, toutes les tentatives théoriques qui sont menées aujourd'hui pour tenter de décrire l'univers avant le mur de Planck aboutissent à l'élimination ou au déplacement de l'origine.
Ok. Ça veut dire que la question de savoir si l'univers a eu une origine ou non, au sens radical du terme, hein, est une question ouverte. C'est-à-dire que nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Voilà. Alors la question c'est, sachant que tout le monde est d'accord avec ça, pourquoi est-ce que c'est rarement dit? Alors, il y a plusieurs explications possibles. Par exemple, pour les gens qui sont croyants, ça laisse le fait de dire qu'il y a une origine absolue, ça laisse de l'espace pour la transcendance. Pour les scientifiques, ça laisse à croire l'idée que l'origine de l'univers est un terrain de conquête possible pour leurs équations. Et donc, ils peuvent promettre qu'un jour, cette origine, qui n'est pas un mystère, mais un problème, sera résolue par eux. Et j'ai fait quelques conférences dans des labos de cosmologie en demandant aux chercheurs pourquoi, par exemple, quand vous parlez du mur de Planck, auquel sont associés, je l'ai dit, une énergie, une distance et une durée. La durée, c'est 10 puissance moins 43 secondes. C'est pas beaucoup. Mais vous verrez beaucoup de cosmologistes qui, quand ils parlent au public, disent le mur de Planck, c'était 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. Alors qu'avant le mur de Planck, la notion même d'espace-temps est problématique. Donc parler d'une durée, c'est pas possible. Et en disant que c'est 10 moins 43 secondes après le Big Bang, on maintient l'idée d'un instant zéro. Alors je me demandais pourquoi vous dites ça alors que ça a complètement disparu de vos équations. Et ils m'ont dit que c'était par souci d'être compris. On dit au public ce qu'il sait déjà pour pouvoir être compris dans ce qu'on va dire. Et évidemment, on ne sort pas de ce truc-là, quoi. Et donc, il y a une sorte de problème de langage qui est qu'à mon avis, aujourd'hui, nous, quand il s'agit du Big Bang, nous parlons mal de ce que nous savons. D'autant que si un jour, je ne sais pas comment, par nos équations, je ne sais pas comment, on établissait la preuve que l'univers a réellement eu une origine, ce qui veut dire qu'il a été précédé par du néant. Est-ce qu'on serait capable de décrire la transition qui fait passer du néant à l'univers? Sachant que toute explication repose plus ou moins sur un principe de causalité, ça voudrait dire qu'il faudrait insérer dans le néant un principe causal qui lui permettrait d'échapper à son statut. Et là, on retombe sur les apories que j'ai déjà évoquées. Voilà ce que je voulais vous dire avant qu'on entame la discussion.